Cette présentation-là, en fait, veut partager certaines expériences, certaines réflexions. C'est pas, bon, comme j'ai attrapé là, les dernières présentations, donc c'est pas comme tel un projet de recherche en soi, mais c'est plutôt un ensemble d'observations qui émanent d'une programmation de recherche qui a lieu depuis plusieurs années. Donc, je vais laisser faire les présentations. Guillaume l'a fait très habilement. Donc, le Numéria en santé. Je ne sais pas si le Numéria, ça a dû être expliqué. Moi, je trouvais ça vraiment pratique, en bonne pragmatique que je suis, de ne pas toujours avoir à répéter. Donc, c'est certain qu'en santé, l'IA, ce n'est pas comme dans d'autres domaines, comme on l'a vu tout à l'heure. On est encore au balbutiement. Pas pour tout, bien entendu, mais surtout dans la santé des soins primaires, donc santé plus près des communautés, on est encore loin. Mais le Numéria peut permettre de soutenir ce qu'on appelle la pertinence des soins et des services de santé, qui est d'avoir le bon soin au bon moment, au bon endroit, pour le bon patient, par le bon professionnel. Je l'ai oublié celui-là aussi. Le Numéria permet aussi deux éléments qui sont fondamentaux. C'est la commodité, de recevoir dans le format qui nous convient, au moment qui nous convient comme utilisateur, et la personnalisation. Donc, de permettre que, oui, on pense à la santé personnalisée avec l'IA, mais aussi personnalisée, par exemple, avec une prise de rendez-vous en ligne. En théorie, je pourrais choisir où j'aimerais aller, si je ne veux pas voir tel médecin, mais plutôt tel autre. En théorie, ce serait possible. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en a en pratique. Tout d'abord, il y a des barrières qui se dressent. Tout d'abord, l'accessibilité, qui est vraiment la barrière de base. Ne pas avoir accès au matériel technologique, mais avoir accès à du matériel. Moi, j'ai un iPhone 6, là, puis je vais être obligée de le jeter aux poubelles parce que je ne peux pas mettre à jour les applications. Donc, on peut avoir accès à du matériel, mais il n'est pas fonctionnel. Et le réseau, bien entendu, ce n'est pas dans toutes les régions où on a une bonne couverture. Parfois, on a des forfaits qui sont limités par des raisons aussi de coût. C'est très dispendieux d'avoir une bonne connexion. Ça peut être aussi des barrières qui sont reliées aux individus, leur milieu de vie, leur historique, leur capacité. Donc, on pense à la littératie en santé de façon générale, mais la littératie numérique, la littératie en santé numérique. Et aussi, ce qu'on constate, c'est vraiment le risque d'accroître les inégalités. J'imagine qu'au courant de la journée, ça a été aussi mentionné. Je n'ai pas pu assister à la conférence sur l'innovation responsable, mais c'est un enjeu qui est majeur. Donc, on est face à quoi avec le Numéria en santé? Bien, on est un peu face à notre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On a du très bon et on a du très mauvais qui cohabitent. Donc, ça nous amène à se poser beaucoup de questions sur comment faire pour qu'il y ait moins d'exclusion numérique. J'ai parlé rapidement de certaines barrières. Les barrières physiques, physiologiques, d'abord des handicaps, des barrières cognitives, les personnes qui ont des troubles cognitifs ou différentes pathologies qui peuvent affecter leur capacité d'interagir avec le numérique. Les parcours de vie aussi, peut-être qu'on n'a pas de problème, si on veut diagnostiquer, mais toutes sortes d'événements font en sorte qu'on a une crainte à aller vers le numérique. Les barrières sociales, la scolarisation, notre environnement social, les barrières culturelles, bien entendu la maîtrise de la langue de la majorité, la provenance, ce à quoi on a été exposé. Les barrières économiques, bien entendu, autant au niveau du revenu, mais aussi de notre statut d'immigration, par exemple. Les barrières qui sont liées au système de santé. Donc, le système de santé est très complexe en partant. Pour une personne qui éprouve d'autres difficultés d'accès, que ce soit personnel ou social ou économique, donc ça le complexifie d'autant plus. Et aussi, le manque de personnel, parce qu'on a souvent avancé l'importance du virage numérique
pour offrir plus de services, mais si c'est en diminuant les services prodigués par des humains, bien entendu, on ne règle pas le problème. Au contraire, ça risque d'accroître la difficulté d'accès. Et la barrière qui est liée aux technologies en soi, donc qui sont peu accessibles, qui sont souvent développées sans consulter les groupes qui vont être les utilisateurs, qui sont peu conviviales, etc. Donc, en particulier, donc, certaines personnes ou certains groupes qui sont dans des situations de vulnérabilité, même si ce n'est pas un terme que j'aime employer, par exemple, des personnes migrées récemment ou au statut précaire, des personnes qui ont des incapacités physiques ou cognitives, des personnes qui sont en situation d'exclusion sociale, on pense à l'itinérance, aux jeunes en transition, aux personnes âgées, pas tout le monde encore, mais lorsque ces différentes barrières-là se croisent. Hein. On peut penser à un cadre un peu d'intersectionnalité. Donc, lorsqu'on cumule ces barrières-là, bien, ça va rendre encore plus difficile l'accès au numérique. Et pour les personnes, les communautés autochtones aussi, où ça peut poser des enjeux qui sont particuliers et importants à considérer également. On l'a vu, bien entendu, la pandémie a propulsé le numérique au cœur de la vie de tous citoyens de la planète, et que ce soit par les téléconsultations en première ligne ou dans plusieurs spécialités. C'est pas nouveau, la télémédecine, ça existe depuis plus de 20 ans, mais depuis les 2 dernières années, ça avait vraiment été mis au jour. Tout le suivi à distance, qu'on appelle télémonitoring, les télévisites pour les proches des personnes hospitalisées, par exemple, la prise de rendez-vous en ligne, qui existait avant, mais qui a aussi connu là, vraiment tout un engouement avec les nouveaux systèmes qui ont été déployés de façon très rapide, bien entendu, très réactive, et les applications mobiles de santé pour les citoyens qui se sont vraiment démocratisées dans les 2 dernières années. Donc, les personnes ont dû s'adapter au virage numérique accéléré. Puis la pandémie a aussi exacerbé les disparités qui étaient causées par différents facteurs, différentes situations que vivaient les personnes. Alors, on parle du fossé numérique, qui manque d'infrastructures dans certaines régions, et qu'au niveau aussi individuel, bien, en général, on n'est pas formé. Donc, si on prend les gens passés 50 ans n'ont pas eu même de cours d'informatique de base à l'école, ou si ils en ont eu, peut-être que ça ne s'applique plus aux technologies actuelles. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intérêt non plus, qui ne l'a pas développé en devant se mettre à jour, par exemple, en étant dans une profession où cela était nécessaire. Il y a beaucoup de professions, là, je fais le lien avec le domaine du travail, il y a beaucoup d'emplois où on n'est pas dans le numérique, mais aussi un manque de ligne directrice pour la mise en œuvre des solutions de Numéria. Alors, bien qu'il existait avant beaucoup d'écrits, de normes, etc., lorsqu'il a fallu mettre en œuvre des solutions de façon très rapide, bien, ces normes-là, qui avaient été développées dans des contextes un petit peu à l'écart de la réalité du terrain, n'étaient pas vraiment applicables. Alors, il y a eu beaucoup de décisions prises vraiment sur le vif, avec très peu d'informations, où on se basait sur des avis d'experts, et chaque institution, organisation développait un peu localement leur réponse aux besoins, donc avec les solutions numériques, de façon improvisée, bien souvent. Ça a mené à certaines dérives, à des systèmes qui n'étaient qui ne respectaient pas, si on veut, les normes de base, si on pense à la sécurité, à la protection des données, ou qui n'étaient pas conviviales du tout. Donc, cette importance de, oui, prendre des décisions, mais comment elles ont été prises, qui, bien sûr, aurait pu être améliorée. Donc, cette centralisation des décisions-là n'a peut-être pas été toujours non plus bénéfique, parce qu'elle n'a pas tenu compte des différences entre certains groupes, des barrières dont j'avais parlé précédemment. Alors, comment assurer la pertinence des solutions numériques en santé?
Et je vous ramène à un document qui a été écrit avant que l'Obvia existe, avant qu'on parle de ce grand virage numérique, donc par la Commission de l'éthique en sciences et technologies, qui portait sur la télésanté, mais bien entendu, on peut l'appliquer à toutes sortes de solutions de numéria, et qui mentionnait que les solutions numériques devaient d'abord et avant tout être orientées, pardon pour la petite faute, orientée selon les besoins et la pertinence pour les patients et la population, et non selon l'offre technologique. Donc, ça peut paraître évident à prime abord, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans ce développement de solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour assurer le caractère approprié des solutions? Bien, une solution est l'engagement. Donc, la participation active des citoyens et citoyennes, patients, patientes, est une voie, si on veut, afin de faire en sorte que la recherche soit menée avec et par les citoyens plutôt que sur et pour eux. Donc, cette approche-là d'engagement, ce n'est pas récent, ça existe depuis quand même plusieurs années, voire décennies. Oui, mais donc, dans le domaine du numérique, il y a certains enjeux aussi. Donc, il y a certains enjeux qui vont faire en sorte que l'engagement n'est pas nécessairement toujours possible, faisable, peut-être pas souhaitable. Et ici, je me base sur une étude aussi qui a été faite par Hassan Alami, qui était un doctorant qui travaillait avec moi et qui est allé ensuite avec l'équipe Infieri, bien sûr. Donc, ce qui ressortait, pourquoi il était si difficile d'engager des citoyens, citoyennes, patients et patientes dans les projets de technologie numérique et d'IA. Le temps requis pour réaliser l'engagement, bien entendu, si on veut faire des comités de consultation, faire du co-développement, il faut ajouter certaines étapes. Donc, en contexte d'urgence, la prise de décision, ce n'est pas toujours possible. La marge de manœuvre des équipes du terrain pour adapter les formes d'engagement selon leurs besoins. Donc, si l'innovation, les solutions numériques sont développées au niveau local, bien, il faut donner aussi les moyens pour que les équipes, que ce soit les intervenants, que ce soit les gestionnaires, les responsables des TI dans les organisations, pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble, puis aussi consulter les utilisateurs finaux. Il faut leur donner ces espaces-là. Et dans le contexte, bien entendu, que ce soit de la pandémie, mais je vous dirais que la pandémie, elle est éternelle dans le système de santé. Donc, dans le contexte de manque de ressources et de manque de temps des ressources qui sont là, c'est pratiquement impossible de dégager ce temps-là. Donc, il faut du soutien. Il faut donner les moyens, avoir des ressources humaines, matérielles qui sont dédiées à l'engagement. Et ce genre de ressources-là existe. Si on pense dans les organisations de santé, dans les établissements, il y a presque toujours des bureaux pour évaluer l'expérience des patients ou bien pour faciliter et favoriser l'engagement. Donc, ce genre d'instance-là devrait être mise à contribution lors du développement des solutions de numéria. Et aussi, bien, il y a des flous concernant la clarification des rôles. S'il y a des patients partenaires, des citoyens partenaires qui vont participer au développement des solutions numériques, quel est leur rôle? Est-ce qu'ils sont employés des organisations qui développent les outils? Est-ce qu'ils sont consultants? Est-ce qu'ils font partie d'une équipe de recherche? Tout dépend. Donc, cette absence, si on veut, de statut reconnu d'un citoyen, d'une citoyenne, patiente, peu importe, mais disons de la personne qui est externe au système, au réseau de la santé ou au réseau de la recherche, qui n'a pas de statut. Donc, rend les choses un peu difficiles au niveau de la logistique, ne serait-ce que pour les dédommager. Donc, c'est aussi bête et simple que ça. Si on veut dédommager leur temps, reconnaître leur expertise, bien, on n'a pas les moyens pour les payer. Guillaume l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu quelques projets
Il y en a plusieurs, mais j'en connais deux parce que l'OBIA a soutenu ces deux projets-là. Donc, je suis chercheur principal, mais avec des équipes très, vous allez voir, très diversifiées et bien actives aussi dans le domaine, qui visent à, en fait, essayer d'améliorer cet aspect-là, l'engagement dans les projets en numéria. Donc, tout d'abord, le projet de communauté virtuelle de patients et citoyennes, un panel inclusif et multigénérationnel pour une utilisation optimale du numérique et de l'IA en santé. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2020, donc en plein début de pandémie, et qui s'avérait en fait à temps, bien de son temps. On avait réfléchi avec plusieurs collègues. Vous voyez la liste ici, je ne les nommerai pas toutes et tous, mais plusieurs personnes sont connues dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'IA. On avait réfléchi à une façon de mettre en commun, si on veut, cette ressource-là. Parce que le patient, la patiente, le citoyen, citoyenne qui désire s'impliquer en recherche dans ce domaine-là, c'est une perle rare, c'est une ressource. Et on le voit quand on essaie de développer des projets, c'est très difficile d'aller intéresser ces gens-là, de les recruter, de les garder et de les valoriser. Donc, l'idée a germé autour de ça, puis en se disant aussi qu'il y avait beaucoup de coaching qui était possible, donc d'émulation. Donc, il y avait je vais dire patients partenaires parce que c'est vraiment plus court, là, mais j'entends patient, patiente, citoyen, citoyenne quand je dis patient. Donc, il y avait des patients partenaires qui y avaient acquis des expériences extraordinaires et qui pouvaient devenir des modèles pour les autres et enseigner, si on veut, qu'est-ce que c'est que ce rôle-là de patient partenaire dans des projets de recherche. Alors, l'idée a germé autour de ça. Et notre belle grande équipe a mis en place cette communauté-là. Donc, c'est une base d'expertise citoyenne qui regroupe des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap, des jeunes vulnérables, des personnes de minorités culturelles et des personnes autochtones. Bon, vous n'avez pas vu grand nombre de personnes de ces groupes-là. C'est tout à fait vrai. Donc, pour démarrer le projet, c'était plutôt des représentants de ces groupes-là. Donc, il y avait certaines personnes qui représentaient ou qui oui, peut-être venaient du monde de la recherche, mais qui avaient des liens très forts, par exemple, avec les communautés autochtones, si on pense à ma collègue Judith Lapierre ou avec les personnes qui vivent avec des handicaps physiques du côté de Marie-Ève Lamontagne, aussi les jeunes vulnérables ou avec le centre de recherche Crugère en enfance et jeunesse, qui est un centre de recherche aussi du CIUS de la capitale nationale. Et voilà, donc c'était ce qui était un peu voulu, de mélanger les genres pour avoir ce panel qu'on voulait inclusif. Et un peu avec une pensée magique, en se disant, on va mettre ces beaux mondes-là ensemble, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Là, je n'ai pas trop l'air d'une chercheuse très sérieuse en vous disant ça, mais on avait de bonnes hypothèses selon lesquelles ce genre de rapprochement-là pouvait permettre, oui, d'acquérir des connaissances, de partager des expériences, on s'entend, c'est très riche, mais tout ça amène ailleurs, amène une forme d'entraide dans un processus d'appropriation du numérique. Alors, à la fois de façon individuelle, mais aussi de façon collective, en partageant leur expérience et leurs idées, ce projet-là pouvait permettre d'améliorer, si on veut, le produit final, qui va être la solution mise en œuvre, développée, mais aussi qui pourrait amener les utilisateurs potentiels à démystifier un peu tout ce qui est le numérique et l'IA, en participant, en contribuant au développement des stratégies. Donc, tout ce beau monde-là, en fait, on a choisi de travailler autour de projets concrets. Donc, pour la première année là, qui s'est terminée, il y a eu 3 projets qui ont été amorcés. Donc, l'engagement et la littératie numérique chez les personnes âgées pour un projet de vieillir en santé d'Annick Giguère. Donc, nous, on ne fait pas le projet, c'est Annick Giguère qui a son projet avec son équipe, mais le volet sur l'engagement, on travaille ensemble. Puis on essaie de trouver des solutions. Par exemple, qu'est-ce que les personnes âgées aimeraient avoir comme plateforme pour pouvoir répondre à des questions? Annick développe des outils d'aide à la décision. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est avec Zoom, par exemple, ou est-ce qu'on pourrait trouver des façons un petit peu plus faciles d'accès?
L'autre projet est mené par Judith Lapierre, qui a elle aussi toute une équipe, pour essayer d'introduire des solutions numériques dans un projet pour l'habitation autochtone. Un projet d'habitation qui favoriserait la vie, qui valoriserait le mode de vie autochtone, qui serait aussi éventuellement intergénérationnel. Donc, c'est un projet qui est aussi de longue haleine, mais avec le comme VIP, si on veut, ça permet d'organiser des panels, puis de recueillir les possibilités, les idées quant à l'inclusion du numérique, comment ça devrait être pensé. Et finalement, un projet sur la littératie en santé numérique et les outils de soutien pour des services en périnatalité auprès des femmes immigrantes avec Mme Marielle Mbanga, qui est aussi un projet financé à part. Donc, c'est une plateforme aussi pour différentes équipes qui veulent financer des projets, mais en s'assurant que des citoyens et des patients partenaires ont participé à la co-création. Parfois, on est vraiment juste dans de l'idéation et éventuellement de co-développement, co-design des solutions. Et parallèlement à ça, pour que tous ces gens-là échangent, on a développé aussi, on est à développer une plateforme collaborative qui est aussi est soutenue par les inputs là, des patients partenaires. Donc, c'est co-créé avec eux, cette plateforme-là. Et il y a une étude sur l'engagement des partenaires et l'impact éventuel sur les solutions, sur les projets qui est menée. Donc, vous voyez, c'est vraiment en construction. C'est un type de plateforme très épuré avec les projets actifs, les groupes, les formations. Donc, pas trop de matériel, mais c'est juste une première ébauche. On a jeudi notre atelier de co-design autour de la plateforme. Donc, on n'est pas trop avancé, mais il y a tellement d'éléments à prendre en compte, mais ça va donner un petit peu une plateforme comme ça. Et puis, le deuxième projet, je vais parler rapidement, là, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour vous raconter toutes ces histoires. Premia, qui est protéger et engager les populations vulnérables dans le développement de modèles prédictifs en soins de santé primaire pour une IA inclusive, diversifiée et équitable. Donc aussi, qui est un peu le petit nouveau, le petit dernier, financé par l'OVIA également, et qui regroupe là, des chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à l'IA, à l'éthique, qui sont aussi des cliniciens. Et puis, on a une collaboration avec David Darmon, qui est de France, et on essaie de voir comment, actuellement, les aspects d'équité, de diversité et d'inclusion sont inclus dans les modèles prédictifs utilisés pour les soins primaires de santé en France et au Québec. Il va y avoir un groupe d'experts là, qui est en démarche aussi pour représenter ces groupes-là. Donc, probablement aussi que la plateforme comme VIP va permettre d'identifier, de rejoindre des partenaires pour les différents groupes qui sont en général sous-représentés dans les projets de recherche. Donc, si on prend des bases de données pour l'entraînement des algorithmes, en fait, on oublie une grande part de la population qui est sous-représentée. Donc, pour avoir la voix de ces populations-là, de s'assurer d'avoir des balises qui vont permettre d'assurer une inclusivité aussi dans les systèmes intelligents qui sont développés, identifier des sources de biais potentiels et émettre des recommandations sur justement les facteurs à tenir compte dans le développement des outils pour permettre d'éviter les biais qui pourraient être présents pour les soins de santé primaire. Et la dernière phase va être de faire une validation, donc de prétester les paramètres à partir d'un projet qui est en cours, donc d'un modèle prédictif qui est déjà amorcé et pour lequel on va pouvoir comparer les algorithmes avant et après l'inclusion de justement ces facteurs-là à considérer. Donc, c'est notre hypothèse. On débute le projet actuellement. Et vraiment, ce qui est au cœur de tout ça, c'est que ce sont des projets, c'est pour ça que c'est magnifique aussi, qui nous permettent à la fois de contribuer aux connaissances, de développer des connaissances, mais aussi de s'interroger sur nos processus
de développement de connaissances. Donc, en documentant l'engagement des parties prenantes dans les projets de Numéria, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui favorise cet engagement-là, qu'est-ce qui fait en sorte que l'engagement est soutenu, que l'engagement est significatif et qui apporte pas juste aux équipes de recherche, qui apporte aussi aux personnes qui s'engagent. Puis souvent, les personnes s'engagent pour la société, pour améliorer les choses, pour améliorer le système de santé, parce qu'ils en ont marre que les choses aillent mal. Donc, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Et on va faire un suivi auprès des équipes. Qu'est-ce que ça implique de passer par ce processus-là? Je vous disais au tout début, ça demande du temps. Donc, pour les équipes, ça demande un effort supplémentaire parfois. Est-ce que ça a valu le coup? Et au final, de regarder est-ce que l'engagement permet d'avoir de meilleures solutions en bout de ligne. Donc, on peut tester une solution où il n'y a pas eu un engagement aussi soutenu avec une solution similaire, mais qui a été faite avec cet engagement-là. Donc, j'ai aussi des petites idées sur certaines solutions qui sont en développement actuellement par des collaborateurs. Et ça va nous permettre d'en apprendre plus puis d'arriver avec des données un peu plus solides sur oui, il faut absolument valoriser l'engagement parce qu'au-delà des bénéfices qui semblent évidents, bien, ça permet vraiment de faire une différence. Et surtout, de pérenniser ces processus-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être ancré dans des réseaux, dans des centres de recherche qui, eux, nous soutiennent et vont pouvoir permettre que ça devienne la pratique. Donc, s'il n'y a pas cet engagement-là, il n'y a pas de financement. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Puis pour conclure, bien, les solutions de Numéria doivent d'abord et avant tout être pertinentes et adaptées à la réalité des personnes et de toute personne. Puis il faut aussi être humble et se dire qu'elles ne résoudront pas tous les problèmes et ne conviendront pas à toutes les personnes non plus. Et j'aimais bien cette citation-là. Je reviens à Sana Lamy, qui disait qu'un regard laïque pourrait contribuer à minimiser les risques d'une dérive techniciste qui stipule que la technologie peut régler tous les problèmes du système de santé, tout en veillant à ce que les services soient bien alignés et adaptés au contexte et besoins réels des populations. Donc, c'est simple, une bonne phrase choc. Je remercie tout le monde pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis là.